Et pour continuer donc d'évoquer cette onde de choc MeToo, ce qui a changé ou pas d'ailleurs, invité de la rédaction à présent, Claire Ruffiot, doctorante en sciences politiques au CESSP à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour madame. Bonjour. À mes côtés pour vous interroger, Cécile de Carvasdouet. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Une première question, madame Ruffiot. On parle aujourd'hui de MeToo comme d'une vraie révolution. Pour autant, est-ce que ce mouvement de libération a changé quelque chose à la manière que l'on a de parler de ces violences sexuelles, sexistes? Alors, en effet, de ce que j'observe dans mon travail de thèse, l'on pourrait remarquer ce que l'on pourrait qualifier d'effet MeToo, tout de même. Alors, peut-être pas un effet spectaculaire, mais un effet quand même sur la façon de traiter dans le contexte immédiat en 2017-2018, mais également sur la façon de traiter le sujet par la suite jusqu'en 2020. Alors, en effet, qui est double, à la fois quantitatif, ça on a tous pu le constater, j'imagine, une hausse en volume et également en fréquence de publication. Alors, en volume, puisque tous journaux confondus, la presse tend à publier plus de 3 fois plus de contenu en 2017-2018 par rapport à ce qui se faisait sur la période antérieure, et en fréquence de publication, puisque les journalistes tentent à couvrir plus régulièrement tout au cours de l'année, plutôt que de se concentrer sur quelques dossiers qui faisaient événement. Et pour autant, donc, je rappelle que vous avez travaillé donc, sur le traitement des violences sexuelles dans la presse de 1980 jusqu'à nos jours. Et pour autant, est-ce que la manière d'en parler, donc vous avez parlé du chiffre, de la quantité, mais est-ce que la manière d'en parler a évolué? Comment elle a évolué? Alors, la manière dont parler a évolué, notamment en 2017-2018 dans le contexte immédiat, toujours en 2020, et cela apparaît notamment à travers ce que l'on peut appeler la politisation du cadrage journalistique du viol, c'est-à-dire le fait de désindividualiser la façon d'en parler en s'intéressant plus particulièrement aux logiques et aux causes sociales du viol et plus largement des violences sexistes et sexuelles, plutôt qu'aux facteurs individuels. Par exemple, pour donner un exemple très rapide, s'intéresser plutôt au rapport entre les femmes et les hommes, plutôt qu'aux troubles du comportement individuel et pathologies. C'est-à-dire qu'en gros, on ne traite plus le viol, par exemple, comme un fait divers. Alors, les deux cadrages coexistent en 2020. De ce que je peux voir dans mon corpus. En 2017, sous le coup de l'événement, le cadrage politisant est très largement majoritaire, puisque près de 80% des articles traitent sous cet angle-là, toujours nos confondus. Par contre, il est vrai que dès 2020, le cadrage fait diversier revient, parce que MeToo a confronté les journalistes à des enjeux divers, leur a imposé de se poser des questions d'ordre judiciaire, éthique, réputationnel et d'image y compris, ce qui les a incités, du fait des coûts associés à ces enjeux, je pense notamment à l'affaire Hebdo et à la couverture Sur de Nicolas Hulot, oui, Exactement. Qui a donc provoqué la chute du journal. Exactement. Donc à cause des coûts, vous voulez dire on retourne à un traitement plus ancien qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire imaginer que le viol c'est juste l'affaire d'un monstre, d'un fait divers, d'une affaire individuelle, c'est ça que vous dites? Exactement, à cause des coûts, une tendance à revenir à ce que l'on sait faire, aux pratiques routinières, et qui coûtent moins parce que, par exemple, ce qui a changé sous MeToo, c'est la possibilité de mener des enquêtes d'initiative sur les violences sexuelles et sexistes, donc qui ne sont pas fondées sur des faits judiciarisés au préalable, ce qui coûte professionnellement, potentiellement. Il faut donc pouvoir mettre en scène l'excellence journalistique. J'aimerais vous faire parler du langage. Est-ce que le langage, la manière de parler de ces choses par les mots a changé et comment? Alors oui, en effet, le langage a évolué. Deux principales évolutions, même s'il y en a d'autres, et d'autres questions sont posées, consistent d'abord dans ce que l'on a pu discuter dans les médias, ce qui a été une des questions les plus discutées, qui est l'importation de notions militantes, notamment militantes féministes. Je pense par exemple à la notion de pédocriminalité ou de féminicide, qui ont été particulièrement discutées publiquement par les médias, et qui renvoient finalement à la proximité des journalistes spécialisés sur ces questions avec les associations et qui connaissent donc ce langage et qui ont profité de cette fautante opportunité pour essayer justement d'apporter ce cadrage plus politisant pour monter en généralité. Et une deuxième grande évolution est ce qu'on peut appeler le rapprochement des cadres du viol, c'est-à-dire le fait de parler des violences sexuelles et sexistes, des violences faites aux femmes et aux enfants, plutôt que de distinguer différents problèmes qui sont, encore une fois, chacun individualisés et ramenés par là à des faits divers distincts. C'est ce que j'allais dire en fait. Finalement, il y a un traitement de plus en plus qui arrive qu'on entend beaucoup finalement, c'est l'idée de système. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait l'unanimité dans ce que vous regardez dans la presse ou pas forcément encore ?
Alors, pas forcément encore. L'idée de système, c'est-à-dire l'idée de logique systémique, de logique sociale, d'une domination masculine, finalement, qui serait à l'origine, pour le dire en reprenant les termes plutôt des militantes et des associations, qui serait à l'origine de ces violences. Alors, ça ne fait pas l'unanimité, il y a des tensions au sein des rédactions à ce sujet-là, puisque là, cela fait en effet écho à l'une des règles fondamentales du journalisme, qui est le devoir d'objectivité, le devoir de neutralité politique et de distance aux politiques. Donc, en effet, l'idée d'importer des théories, des savoirs militants pose cette question-là de la distance aux politiques. Et l'on terminera par ces mots. Merci Claire Ruffiot, doctorant, je le rappelle, en sciences politiques au CESSP à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Merci également à vous, Cécile de Kervasdouet.